Bonsoir, mesdames et messieurs. Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs qui me font l'honneur de m'inviter ce soir pour partager cette journée très riche. Je suis ravie, je suis là depuis ce matin et j'ai trouvé que les débats, les présentations étaient extrêmement riches, précises et pertinentes. Du coup, je suis un petit peu... je trouve que la pression est un peu forte, mais mon sujet à moi va être ce soir de vous parler de l'implication du malade dans les étapes du développement thérapeutique. Donc c'est un sujet très pointu et extrêmement important. Mais avant cela, je dois faire un disclosure, comme on dit en anglais, puisque je ne suis pas seulement la maman d'une patiente atteinte d'une maladie rare, je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Ornella et qui est atteinte d'une maladie de surcharge lysosomale qui s'appelle la maladie de Sanfilippo de type A, qui est une maladie neurologique et mortelle au cours du début de l'adolescence du patient. Mais je suis aussi, après avoir goûté à la vie associative, notamment au sein de Eurordis et au sein d'une association que j'avais créée autour de la maladie de Sanfilippo, après avoir goûté l'expérience réglementaire au sein du comité pédiatrique de l'Agence européenne du médicament, au sein également d'un comité de protection des personnes, j'ai souhaité ou pris la décision il y a quelques années de créer une société de biotechnologie pour porter le projet thérapeutique que j'avais mis en œuvre avec d'autres pour essayer de mettre au point un traitement pour la maladie de Sanfilippo et maintenant pour une autre maladie, puisque la société que j'ai fondée, que je dirige, qui s'appelle Lysogène, développe aujourd'hui 2 programmes. Donc je fais un disclosure, je ne suis pas simplement une maman de patient, mais je suis aussi une représentante d'entreprise privée. Quelques rappels sur le patient et son rôle pionnier dans notre lutte. Bien sûr, tout le monde a en tête, mais je pense qu'il faut le rappeler, le fait que les réglementations essentielles et fondatrices qui nous permettent d'être là aujourd'hui ont été en grande partie initiées par des associations de patients ou des patients et leurs familles et des supporters de ceux-ci, et parmi eux souvent des chercheurs et des médecins, et que finalement notre action n'a pas tant d'années que ça. Quelques dizaines, alors ça paraît beaucoup et en même temps à l'échelle de l'humanité c'est pas forcément beaucoup quand on voit tout ce qui a été accompli d'abord aux États-Unis et puis petit à petit dans d'autres pays pour défendre la cause des patients atteints de maladies rares dans tout un tas de domaines. Alors les patients, leurs familles, les associations et les gens qui les entourent, on les a vus agir dans tout un tas de champs différents, à commencer par des champs ayant trait à la sensibilisation à la maladie rare, des champs ayant trait à l'éducation, et je crois comprendre que le concept tel qu'il est défini dans la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire de 2009 fait essentiellement référence à cette dimension éducative, mais également, et plusieurs associations au départ ont aussi initié cela, le patient se retrouve au cœur de l'innovation thérapeutique, pas simplement en tant que sujet ou objet d'étude, mais en tant qu'acteur du développement thérapeutique. À cet égard, je suis toujours épatée par l'écosystème qui s'est développé autour des patients et des familles et des associations, écosystème qui est extrêmement vivace et de très grande qualité. Et je le dis avec d'autant plus d'assurance qu'avant d'arriver dans le monde des maladies rares et le monde des biotechnologies, j'étais dans le monde des affaires ou dans le monde des entreprises. Je suis diplômée de l'ESSEC, j'ai démarré ma carrière dans une firme américaine où j'ai eu l'occasion de travailler ou de faire du consulting pour de nombreuses compagnies. Et quand je suis arrivée dans l'univers des maladies rares, j'ai été frappée par la qualité des profils, par la qualité des processus collaboratifs mis en œuvre entre les différents acteurs et au final par la qualité et l'exigence de l'écosystème dans lequel nous vivons, et donc qui comprend des patients, des familles, des associations, des scientifiques, des cliniciens, des chercheurs, des hôpitaux, des IME, des éthiciens, et j'en passe.
Au niveau de l'implication dans le développement thérapeutique, Anne-Sophie Lapointe effleurait bien le sujet tout à l'heure. Je crois qu'on voit bien les patients à toutes les étapes du développement. On peut toujours espérer plus, et je pense qu'on travaille tous avec cet objectif en tête. Mais depuis le début du parcours thérapeutique jusqu'à la mise sur le marché et le suivi d'un médicament une fois qu'il est mis sur le marché, les patients doivent être au cœur de nos préoccupations. Et bien souvent, ou peut-être plus souvent qu'avant en tous les cas, je pense qu'ils le sont. Si l'on observe ce qui fait le ferment d'un développement thérapeutique, c'est la recherche fondamentale. Alors, la recherche fondamentale est souvent entre les mains de chercheurs académiques de très grande qualité, dans des grandes universités, des grands centres de recherche. Mais ce que l'on observe, c'est que bien souvent, en tous les cas dans le domaine des maladies rares, ces chercheurs ne travaillent pas de manière totalement isolée et sont souvent en lien déjà avec les associations de patients. Alors pour une raison évidente et pratique, c'est que certains de ces travaux-là sont fondés, financés, je veux dire, par l'argent des associations de patients, mais pas seulement. Je crois que dès ces travaux de recherche fondamentale, les patients sont là pour créer du lien entre les patients et les chercheurs, mais aussi, et je l'ai vu plusieurs fois, entre les chercheurs et les cliniciens. Plus tard dans le développement, donc dans ce qu'on appelle discovery et préclinique, encore une fois, les patients vont devoir être interrogés et vont devoir être impliqués de telle sorte que l'on puisse savoir si les objectifs que l'on poursuit dans l'objectif de guérison ou de traitement de la maladie, si ces objectifs font sens. C'est un point qui est essentiel. On ne fait pas des médicaments pour faire des médicaments, on fait des médicaments pour traiter des patients. Et ça signifie pour améliorer des conditions de vie de manière significative pour le patient, de manière qui fasse sens pour le patient et ses familles. Et donc, au moment où on design des essais, des études, il est extrêmement critique, selon moi, de prendre en compte l'avis des patients. Alors, ce tableau-là, ce flowchart que vous voyez, il ne vient pas de moi, il est adapté d'un flowchart que j'ai trouvé très bien, donc je ne voyais pas l'intérêt de le réinventer, mais qui vient d'une association qui s'appelle Global Genes aux États-Unis, ce qui prouve que je ne suis pas la seule, on est de nombreux acteurs à penser que le patient ou les patients experts ont une place, un rôle important à jouer à tous les niveaux. Alors au niveau de l'essai clinique, bien entendu, on revient sur cette notion d'endpoint ou de paramètre d'évaluation qui doit être significatif pour le patient. Là, je me permets de faire une petite incise. On a pu voir des essais cliniques dont le succès relatif était basé sur des biomarqueurs. Pour moi, aujourd'hui, ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que d'un côté, on se dit c'est bien un biomarqueur qui permet d'accélérer l'approbation d'un produit sur le marché. En même temps, faut-il que ce biomarqueur veuille dire quelque chose au plan clinique? Et c'est toute la complexité du développement dans nos maladies, du développement thérapeutique. Nous, on intervient dans une maladie qui est particulièrement compliquée, c'est une maladie neurologique. Et justement, les patients, les associations de patients sont absolument essentielles pour nous, pour que l'on comprenne pourquoi et comment l'important pour nous va être de déterminer non pas telle ou telle évolution d'un biomarqueur, mais bien qu'on apporte un bénéfice, en l'occurrence cognitif, à nos patients. Donc, pour faire ce travail-là, il faut être main dans la main avec les représentants des patients. Autre champ d'action pour les associations de patients, les patients et leurs familles dans le développement thérapeutique, les interactions avec les agences réglementaires. C'est évident. Enfin, c'est évident. Ça paraît évident. Alors, un des derniers cas que nous, on a eu à vivre, c'est, je vois François Meyer là quelque part, c'est dans le cadre d'un protocole UNETA où, là encore, l'objectif du sponsor ou du promoteur que nous sommes est de comprendre ce que les acteurs, les Health Technology Assessment Bodies, vont attendre de nous
au moment où le produit pourra prétendre à une mise sur le marché et une approbation. Et là encore, alors là, ce n'était pas de notre côté, c'était du côté des autorités de santé et équivalentes que l'on voyait des représentants de patients. C'est absolument fondamental et je pense que c'est un très grand progrès. Et puis, enfin, dernier exemple ou dernière phase où il est important que les patients soient actifs, c'est la phase de pharmacovigilance, une fois qu'un produit est sur le marché. Quand on parle de médecine personnalisée, je pense qu'on a peut-être un peu ça à l'esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que les médicaments, on l'a tous compris, peuvent adresser des maladies, des malades, mais qu'au final, il est très difficile de dire qu'un médicament va être efficace, disons, et sûr pour 100% des patients atteints d'une même maladie. Ça vaut pour les maladies rares et ça vaut pour les maladies plus fréquentes. Et de ce point de vue-là, il est important que, sans qu'on entre dans des polémiques ou des class action, des choses horribles comme ça, il est important que se développe et se structure la prise en compte de la voix des patients après les mises sur le marché des produits et une fois que ceux-ci sont utilisés dans la routine. Et puis, en faisant cela, je pense qu'on peut améliorer la prise en charge des patients bénéficiant de ce médicament, éventuellement exclure de traitement des gens qui ne bénéficient pas du traitement ou le fine-tuner. Donc c'est extrêmement important, cette proximité permanente finalement de tous les acteurs les uns avec les autres. Alors j'ai déjà donné quelques exemples de comment nous on vit ça dans notre entreprise. Alors évidemment c'est pas du tout une publicité, hein, c'est pour illustrer un petit peu la vie au quotidien d'une entreprise qui pense que le patient est ce qui va déterminer sa réussite ou pas. Donc on a, dès les premières heures du programme San Filippo, eu le soutien d'associations de patients. Un peu plus tard, c'est même en ce moment d'ailleurs, Histoire naturelle de la maladie. Donc on a en cours, dans plusieurs pays d'Europe et en Amérique du Sud, une étude d'histoire naturelle qui est actuellement en cours. C'est un essai clinique. Donc c'est fait dans les règles de l'art avec une très grande rigueur, hein, des investigateurs, des bases de données justement, très strictement contrôlées, remplies, managées, etc. Cet essai est compliqué parce qu'il est international, il est multicentrique, donc on parle de gens, d'enfants en l'espèce, qui sont très, très fragiles, très vulnérables, d'un contexte qui est difficile. Et donc, par ailleurs, j'ajoute dans un contexte réglementaire très pressurisant, puisque cette histoire naturelle, cet essai clinique va servir de comparateur à notre essai d'enregistrement, puisqu'on prépare un essai de phase 3 pour notre premier produit. Donc, on est dans un contexte où on travaille avec des enfants qui sont jeunes, qui sont vulnérables, qui ne parlent pas, qui sont hyperactifs, qui sont ingérables, avec lesquels la communication est à la limite de l'impossible. Et donc, il faut qu'on travaille avec les familles pour savoir comment gérer au mieux l'évaluation de ces patients. Donc, voilà une thématique où on ne peut pas travailler sans les familles. Autre sujet, je parlais de la vulnérabilité de ces patients, de leur hyperactivité. Une conséquence directe de leur maladie, c'est que ce sont des patients qu'il est extrêmement difficile de faire voyager. Ça paraît bête, mais quand on a un enfant qui a la maladie de San Filippo, on y réfléchit à 2 fois, si ce n'est 3, avant de prendre l'avion. Et autant vous dire que moi, dans ma vie, j'ai très peu pris l'avion avec ma fille, parce qu'elle bouge trop, parce que l'enfant peut faire une selle pendant l'avion et ça va déranger, c'est des enfants qui ont des diarrhées chroniques, ça va déranger tout l'entourage. Et donc, on a une logistique hyper lourde pour les essais cliniques. Eh bien, la solution qu'on a trouvée, c'est de faire un partenariat avec une association de patients qui s'occupe de toute la logistique du patient et de la famille, depuis le départ de la maison jusqu'à l'hôpital, les journées passées à l'hôpital et le retour à la maison. Voilà. Et puis, on en parlait tout à l'heure, il est important de travailler avec les associations de patients pour bien identifier les données qui sont pertinentes, c'est-à-dire les données qui sont réellement prédictives ou clairement associées à un bénéfice qui est attendu par le patient. Et voilà à peu près où nous en sommes.
Alors oui, l'élément un petit peu symbolique de tout ça, c'est qu'on a créé un Patient Advisory Board au sein de la société. On pense toujours au Clinical Advisory Board, au Scientific Advisory Board, et on a ça aussi, mais de manière très importante, on a un Patient Advisory Board et je pense que c'est tout à fait essentiel. Voilà, eh bien je vous remercie pour votre attention.